Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Aujourd'hui, je vous présente Marine Doll. Elle se décrit comme une maman entrepreneur passionnée. Son principal domaine d'activité, c'est la nutrition, l'accompagnement au niveau de la nutrition. Elle partage son temps entre sa petite fille, son activité donc de spécialiste de la nutrition, accompagnatrice aussi dans la création d'entreprises pour les personnes qui veulent lancer un projet. Et elle partage son temps entre tout ça. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Aujourd'hui, je vous présente Marine Doll. Marine, c'est une maman entrepreneur passionnée. Elle a comme principale activité la nutrition, donc l'accompagnement au niveau de la nutrition, ainsi que l'accompagnement dans la création d'entreprises et la structuration de projets. Tout au long de l'épisode, on revient sur son parcours, donc d'assistante en pharmacie, de formatrice au sein d'une caisse maladie, ainsi que sur son activité, comment elle l'a lancée, comment elle la conçoit, comment elle voit l'avenir de son activité. C'était hyper intéressant. Le thème de la journée, c'était la nutrition d'aujourd'hui et de demain. Donc on a pu aborder aussi les sujets autour de notre relation, de notre rapport à la nutrition, à la nourriture, comment on s'alimente, qu'est-ce qui fait sens pour elle et qu'est-ce qu'elle partage aussi dans ses formations. C'était hyper cool d'échanger avec Marine. On est assez alignés sur plein de choses. On a à peu près le même niveau d'expérience au niveau de la création d'entreprise et puis de travailler à son compte. Donc, hyper motivant. Je te remercie Marine. Et puis, du coup, bon épisode à tous. Alors, salut Marine. Salut, comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Ça me fait plaisir d'être ici. Moi, ça me fait plaisir de t'accueillir. Je te propose de commencer par te présenter. Oui, alors je m'appelle Marine, j'ai 31 ans. Je vis à Aigle avec ma fille et j'ai créé bloomnutrition.ch. Donc, j'ai eu un parcours qui a été jalonné par plusieurs étapes et finalement, j'ai décidé de me lancer en tant que nutritionniste et de me lancer à mon compte et de créer bloomnutrition.ch pour accompagner. C'est principalement des mamans que j'accompagne puisque c'est une réalité que je connais aussi et qui rend parfois la tâche plus compliquée quand il s'agit de faire à manger. Et d'accompagner ces mamans vers une alimentation qui soit respectueuse de la santé, respectueuse du poids également. Avant ça, si je fais une petite rétrospective rapide de mon parcours professionnel, j'ai commencé en tant qu'assistante en pharmacie par un apprentissage durant lequel j'ai justement pu aborder le sujet de la nutrition. Et ça m'a permis d'identifier c'était pas encore une passion à ce moment-là, mais en tout cas un intérêt assez important pour le sujet. Et j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. J'ai continué mon parcours dans les assurances maladie, où j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le service de la formation. J'ai pu faire un brevet de formatrice et là, ça m'a permis de découvrir à quel point j'aimais le partage, à quel point j'aimais les échanges et à quel point aussi j'aimais pouvoir, quand on est dans une salle de formation avec des collaborateurs, on peut questionner un petit peu leurs pratiques et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer ces pratiques. Et après est revenu le sujet de la nutrition. Je suis devenue maman, il a fallu nourrir ma fille et j'avais un peu honte de la manière dont je m'alimentais à ce moment-là. Donc je me suis dit que j'allais faire une école de nutritionniste en parallèle de mon travail. Et là, en fait, c'est comme si toutes les pièces du puzzle venaient s'assembler. Il y avait mon intérêt pour la nutrition que j'avais déjà relevé quelques années plus tôt. Cette notion d'échange, de partage que j'aimais beaucoup dans mon métier, mais où je voyais de moins en moins de sens par rapport aux sujets sur lesquels j'échangeais et je partageais avec les collaborateurs. Et voilà, et du coup, au terme de mon école de nutritionniste, je me suis lancée comme nutritionniste indépendante et j'ai créé Bloom Nutrition. Top. Du coup, je te propose qu'on revienne un peu justement sur le parcours, vu que c'est le deuxième point du podcast. Mais je te propose qu'on commence encore plus tôt que assistante en pharmacie. Quand tu étais petite, tu rêvais de faire quoi ? Quand j'étais petite, je rêvais d'être avocate. Donc, le truc assez formel et assez... je ne sais pas pourquoi j'aspirais à ça. Peut-être par volonté de rendre le monde meilleur, plus juste. Et
Et je crois qu'en fait, si c'est ça qui avait motivé cette réflexion autour du métier d'avocate, c'est finalement toujours quelque chose qui me suit aujourd'hui, parce que j'ai toujours cette volonté de, à quelque part, vouloir rendre le monde un peu meilleur, un peu plus juste. Et par cette activité de nutritionniste, j'ai l'impression d'être à ma place pour le faire. Ok, top. Quand tu étais petite, à l'école, tu étais comment ? Alors, quand j'étais petite à l'école, c'est marrant parce que tu m'as fait la réflexion en arrivant. Tu m'as dit, oh, t'es studieuse. J'ai préparé le canevas pour le podcast. Et à l'école, en fait, j'ai pas mal galéré parce qu'il y a une période, en fait, où dans la scolarité, on doit déterminer, en fait, dans quelle voie tu vas aller par rapport à ta suite scolaire, dans le sens où, en gros, moi, à mon époque, il y avait les très bons, les moyens et puis les pas bons. C'est vulgairement dit, c'était un peu ça. Et le prof voulait me mettre dans les moyens. Et pour moi, ça a été vraiment un affront parce que je considérais que j'avais ma place pour être dans les très forts. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Je me remémore encore des heures à mon bureau à pas forcément réussir. J'arrivais pas forcément toujours à bien comprendre ce qu'on attendait de moi à l'école. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à arriver au résultat qui était attendu. Et du coup, j'ai fait en sorte de pouvoir rentrer dans le cadre pour pouvoir passer dans les très bons. Et j'ai passé finalement dans les très bons, disons la voie qui était destinée après un cursus gymnasial, universitaire, etc. Voilà. Donc finalement, j'ai eu ça. Et au terme de ma scolarité obligatoire, où finalement j'avais l'opportunité de pouvoir poursuivre avec des études, j'ai pas eu envie d'utiliser cette voie-là. Peut-être une manière de dire je rentrerai pas dans le cadre cette fois-ci. Et j'ai eu envie de faire un apprentissage et de partir en tant qu'assistante en pharmacie. Alors j'ai connu exactement la même chose à peu près, vu qu'on a le même âge. Donc moi j'ai fini aussi dans les moyens. Mais je pense par fainéantisme, vu que j'étais entre les deux. Et en fait, on ne m'a pas forcément poussé. Et moi, ça me convenait parfaitement de continuer sur un rythme qui était le mien et puis que je n'avais pas forcément envie de donner beaucoup plus. C'est drôle de voir un peu la différence, parce que moi, au contraire, on m'a demandé ce que je voulais. Et on m'a proposé, en gros, si tu vas donc en voie baccalauréat ou pré-gymnasial, je ne sais plus le terme, faudra travailler, alors que si tu restes en général, donc normalement ça devrait aller. Et puis quand tu demandes ça à un enfant de 12 ans, à peu près, moi j'ai été assez fainéant, donc j'ai choisi la voie générale. Et finalement on aboutit plus ou moins on est les deux indépendants, alors chacun mène son truc de son côté, mais c'est marrant de voir qu'effectivement, on se met parfois beaucoup de pression sur là, moi, j'avais l'impression d'être dans un moment clé par rapport à mon avenir, de me dire, mais si je suis dans les moyens, je vais rater ma vie. C'était presque ça quand il y avait cette décision. Et au final, aujourd'hui, j'ai l'impression de réussir à prendre un peu plus de recul sur ces décisions qu'on a parfois l'impression être définitives. Et voilà, comme si du moment où on ose se lancer dans une voie, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et en fait, quand on discute un peu avec les gens qui ont tous des parcours différents, on s'aperçoit qu'il y a une personne qui m'a dit, la seule décision que tu prends et qui est définitive, c'est d'avoir un enfant. Et je crois que c'est à peu près juste, parce qu'on peut revenir en arrière à peu près sur tout. On peut toujours trouver des manières de contourner une décision qu'on a peut-être prise à un moment donné qui paraissait être la bonne et qui s'est avérée ne pas être la bonne après quelques temps. Surtout qu'en Suisse, on a la chance justement d'avoir la flexibilité, en tout cas au niveau des études, de pouvoir un peu faire des branchements comme ça et puis de switcher. Donc faut juste les prendre et puis être à l'aise avec ça, je pense. C'est ça. Et du coup, tu finis ta scolarité et tu décides de faire un apprentissage en assistante en pharmacie. Comment est-ce qu'on choisit à 15-16 ans de devenir assistante en pharmacie ? Alors, c'est plusieurs stages que j'ai faits. J'étais attirée par la santé. Et en fait, paradoxalement, j'ai jamais supporté la vue du sang. Et je suis allée faire plusieurs stages dans les cabinets vétérinaires parce que c'était ça que j'avais envie de faire dans un premier temps avant d'arriver à assistante en pharmacie.
Et en fait, j'ai fait, je crois, 2 ou 3 stages. Et à chaque fois, les 2 et 3 stages, je suis tombée dans les pommes parce qu'il y avait eu des interventions avec des incisions, etc. Bref, j'ai pas trop supporté. En plus de l'odeur du bouvier bernois qui arrive au premier rendez-vous du matin. Bref. Donc, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop challengeant d'aller dans une branche comme celle-ci où il y a la vue du sang et où ça me... Voilà, c'était pas vraiment ce qui m'allait le mieux. Et assistante en pharmacie, ce qui m'attirait, c'était le côté santé, le côté conseil, le côté prendre soin des gens. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que c'était une manière de prendre soin des gens. Aujourd'hui, j'ai peut-être un autre regard sur ce qu'est la pharmacie, mais ouais, je crois que c'est vraiment ce qui m'a poussé, une volonté de pouvoir, je pense encore une fois, rendre la vie des gens un peu mieux en donnant des conseils quand ils viennent à la pharmacie. Suite à ça, du coup, tu fais ton CFC, tu le finis, tu réussis ton CFC. Comment ça se passe le moment où tu passes de ton apprentissage d'assistante en pharmacie à intégrer la partie formation chez un assureur? Alors, le métier d'assistante en pharmacie, c'est un métier qui est très intéressant, qui est très varié, mais qui offre très peu de débouchés. Quand on arrive au terme de l'apprentissage d'assistante en pharmacie, en gros, on est assistante en pharmacie ou on est assistante en pharmacie. Il y a des petits papiers, il y a des papiers qu'on peut faire pour être préparatrice en pharmacie. Enfin, il y a des sortes de formations post-grad qu'on peut faire, mais il y a assez peu de débouchés. Et ça, pour moi, ça a été un critère déterminant par rapport à la suite, parce que en 3 ans, j'avais pu explorer pas mal de choses dans ce domaine de la pharmacie, mais je ne me voyais pas explorer plus longtemps ça, sachant qu'il n'y aurait pas d'autres débouchés que ce que j'avais pu voir durant ces 3 années. Et du coup, j'ai tenté ma chance, malgré que beaucoup de gens m'aient dit « Ah non, mais dans les assurances, tu sais, il faut quand même être assistante en pharmacie un certain temps. » Enfin là, quand je suis sortie d'apprentissage, j'avais quoi ? J'avais même pas 20 ans, j'avais 18, 19 ans. Et apparemment, dans les critères pour qu'une assurance emploie quelqu'un qui est du monde de la pharmacie, c'est qu'il fallait avoir une certaine expérience dans la pharmacie. Et j'ai tenté ma chance finalement et j'ai été prise. Donc d'abord dans le secteur du remboursement des frais médicaux, parce que c'est en général comme ça que se fait le lien entre un monde paramédical, donc d'assistante en pharmacie ou assistante médicale, au monde de l'assurance maladie. Et du coup, j'ai démarré au service de remboursement des factures. Ça me plaisait beaucoup. Il y avait une chouette ambiance, il y avait des chouettes conditions. Enfin, ça a été vraiment J'ai passé 9 ans dans cette entreprise et ça a été 9 ans vraiment très très chouettes que j'ai passé avec des chouettes collègues et voilà, une bonne ambiance générale. Et en fait, dans ce métier, j'ai pu acquérir un peu de compétences à force de réaliser cette tâche de rembourser les factures. Et puis j'ai commencé à encadrer les collaborateurs qui arrivaient dans l'entreprise pour la partie opérationnelle, disons. Donc ils arrivent et puis il faut leur apprendre à traiter des factures. Et puis de manière, on appelait ça des référentes. Donc on était un peu des marraines, comme des marraines qui à Lyon vers les nouveaux collaborateurs pour leur montrer un peu comment ça fonctionnait, les systèmes, etc. Et puis, il y a un service de formation qui s'est créé un peu plus, quelque chose d'un peu plus professionnel et officiel, disons, que ces marraines. Et en fait, on m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée à rejoindre ce secteur. Et j'ai bien évidemment accepté parce que j'ai senti que c'était quelque chose que, dans ce que j'avais pu expérimenter au niveau de mon rôle de marraine, référente, c'était quelque chose que j'appréciais. Je me suis dit que intégrer une équipe professionnelle avec en plus une opportunité de faire, alors à la base c'était le certificat de formatrice, puis finalement on a pu carrément demander le brevet de formatrice, voilà, c'était juste parfait de pouvoir se lancer là-dedans. Du coup, tu passes, comme tu as dit, 9 ans dans cette entreprise. Tu as du coup, profité de tous tes moments là-bas. Mais à un moment donné, tu as quand même décidé du coup, de faire des formations complémentaires qui n'étaient pas forcément en lien avec ce domaine de formation. Et au bout d'un moment, de starter quelque chose à côté, de démarrer quelque chose. Comment est-ce qu'il y a eu des déclics à un moment donné, ou est-ce que c'est une réflexion sur le long terme? Tu pensais peut-être un jour du coup lancer ton truc, tu savais pas le domaine, mais peut-être déjà. Enfin, comment ça se passe cette fin d'aventure
Ouais. Alors, je pensais vraiment pas du tout me lancer à mon compte. J'avais dans mon équipe de formation une collègue qui avait son mari qui était formateur d'adultes à son compte, donc il y avait sa boîte. Et je disais, mais je sais pas comment il fait ton mari, parce qu'au niveau de la peur financière, il y a tellement d'incertitudes quand on est indépendant que je me serais jamais vue faire ça. Le déclic, ça a clairement été la naissance de ma fille, parce que en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé j'ai réalisé en fait le temps que je donnais à mon employeur, dans le sens où quand je suis réveillée, en fait, si je fais une rétrospective quand je faisais une rétrospective de ma semaine à ce moment-là, je me disais en fait mon temps éveillé je sais pas, j'ai pas fait de calcul de ratio, mais je pense qu'en tout cas à 80% du temps j'étais à donner de mon temps pour cet employeur. Et voilà, et je voyais de moins en moins de sens dans cette activité. J'ai eu ma fille, je me suis dit, cette envie finalement, peut-être au départ, de rendre le monde meilleur, je voyais plus comment j'arrivais à le faire dans cette entreprise, et j'ai eu envie de trouver une autre manière de le faire. Et c'est vrai que voilà, ce moment où il a fallu commencer à lui donner à manger et à me rendre compte que chez moi ça jouait pas, je me suis aussi souvenue de mon parcours d'assistante en pharmacie où j'avais eu un grand intérêt pour le sujet, et je me suis dit que c'était probablement des signes d'entreprendre quelque chose dans ce monde-là. Et quand j'ai commencé l'école nutritionniste, je pensais pas du tout lancer quelque chose à mon compte. Parce que finalement, je me plaisais dans mon métier de l'assurance maladie. C'était en plus quelque chose que je connaissais. J'avais mon petit confort. Mais au terme de cette formation nutritionniste, j'ai aussi rencontré en fait une personne de chez startups.ch. Donc, c'est une entreprise qui est chargée de nous orienter un petit peu sur les démarches administratives à faire quand on veut lancer une activité. Moi, je pensais lancer une activité en fait accessoire à mon activité principale dans les assurances. Et cette personne qui m'a reçue, en fait, m'a parlé d'une association qu'il était en train de créer, qui s'appelle Passion Z Entrepreneur. Et c'était un accompagnement, en fait, sur 6 semaines pour les personnes qui voulaient porter un projet professionnel. Voilà. Et j'ai fait cet accompagnement. Et en fait, je sais pas, 2 mois plus tard, je crois que je donnais ma démission pour me lancer complètement en tant qu'indépendante. Parce que quand on est entouré de gens qui sont tous porteurs de projets, où il y a cette énergie, où finalement j'ai aussi fait mes premiers pas dans le développement personnel avec ces 6 premières semaines, ces 6 semaines d'accompagnement, en fait, on a l'impression que tout est possible, quoi. Moi, je suis sortie de là, au bout de 6 semaines, je me suis dit, waouh, non, mais c'est trop génial, en fait. Il faut suivre ses rêves, il faut y aller, et c'est le moment maintenant. Et voilà, j'ai donné ma démission et j'ai quitté vraiment très rapidement après avoir fini mon école nutritionniste. Et du coup, tu as quitté pour faire quoi, lancer quoi, ton activité d'aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à nous détailler ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors, ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est que je faisais ce que j'appelle des soirées nutrition. Donc, le but, c'était de pouvoir aller chez des personnes qui conviaient des invités chez eux, et puis de pouvoir expliquer un petit peu les enjeux de l'alimentation, quels sont les apports dont on a besoin, comment est-ce qu'on peut mettre de la qualité dans son assiette. En fait, assez rapidement, dans l'école nutritionniste, on aborde vraiment beaucoup de choses. On parle de compléments alimentaires, on parle d'aliments. Et moi, j'y allais à la base, en fait, pour avoir une idée de ce que je pouvais mettre dans mon assiette pour faire du bien à ma santé et faire du bien à la santé de ma fille. Et du coup, ça ne m'a pas quittée, en fait, comme axe. Je me suis dit que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était de pouvoir orienter de manière concrète les gens à mettre de la qualité dans leur assiette. Et j'ai commencé à le faire avec les soirées nutrition. Et puis, au moment où j'ai décidé d'en faire une activité principale, il a fallu un petit peu diversifier les offres, parce que de juste faire des soirées nutrition, c'était insuffisant. Et du coup, j'ai... en expérimentant plusieurs manières d'accompagner des personnes qui voulaient améliorer leur alimentation, principalement pour perdre du poids, j'en suis arrivée à créer différents accompagnements, dont le principal que je fais aujourd'hui, qui est un accompagnement sur 3 mois et qui permet de mettre en place en fait des bonnes habitudes alimentaires en faisant vraiment un travail axé sur l'assiette de manière très concrète. Parfait. Et du coup, si je reviens juste au début de quand tu as lancé ton activité, c'était en quelle année, juste à peu près? Alors, j'ai commencé les soirées nutrition, c'était avril 2019. Et au moment où je me suis lancée à 100% et où du coup j'ai commencé à faire des accompagnements individuels, c'était en novembre 2019. Ok. Alors,
tu as choisi exactement le bon moment juste avant la pandémie. Donc, C'est ça. Comment est-ce que ça s'est passé au début? Donc, comme tu as dit, tu as fait cet accompagnement, tu as commencé un petit peu à côté, tu as quitté ton ancienne boîte et après, tu as dû démarrer des trucs. Est-ce que tu as eu qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au départ de trouver des clients, structurer ton offre? C'est quoi le ou les trucs qui ont été les plus durs pour toi? Ouais, trouver des clients, très clairement. Et ça, justement, en sortant de cet accompagnement de 6 semaines où on abordait l'état d'esprit, où on était entouré de personnes qui étaient porteurs de projets, il y avait une tellement belle énergie. Puis en fait, cet accompagnement s'est terminé. Je me suis lancée. Et là, ça a été un peu le gros froid de me dire, mais en fait, il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je fais. Enfin, il y a des gens, quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, que je commence à faire ça, c'est génial parce qu'il y a un peu la nouveauté, elle lance quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça s'estompe très vite. Et du coup, ça a été un peu la douche froide au niveau client. Et au départ, je m'étais dit, je déléguerais la création de mon site, j'avais envie de déléguer plein de choses parce qu'en fait, c'est un peu ce truc de se dire, je ne sais pas faire. Et du coup, pour gagner du temps, je délègue. Sauf qu'il y a effectivement des questions financières qui se sont posées assez rapidement de dire... va falloir que je fasse les choses par moi-même parce que financièrement, je ne vais pas réussir à tenir sur la durée. Je crois que j'ai pris conscience que ça allait être un marathon et qu'en fait, ce n'était pas un sprint comme ces 6 semaines où en 6 semaines, j'ai pu acquérir des notions que je n'avais pas du tout avant de faire cet accompagnement. J'ai pris conscience que ça allait prendre du temps, qu'il fallait créer une communauté aussi de personnes qui étaient intéressées par ce que je faisais parce que finalement, ça c'est ce que j'explique aussi aujourd'hui, je fais des accompagnements parfois pour des gens qui veulent lancer leur projet. Mais ça prend du temps de créer une communauté de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce qu'on propose. Et cette création de contenu gratuit qu'on met à disposition pour que les gens voient un petit peu ce qu'on fait, c'est ça qui m'a pris énormément de temps en fait au départ, mais du coup ça génère pas de revenus. Donc ça a été un peu compliqué au niveau financier au départ. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans et c'est toujours compliqué. Alors après, il y a aussi des choses dans ma vie personnelle qui ont fait que... il y a des choses qui se passent parfois pour nous rappeler que ma cocotte, au niveau financier, c'est encore un petit peu compliqué. Mais voilà, j'aborde plus les choses de la même manière que je les abordais au début. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir développé une sorte de vivacité d'esprit aussi où j'arrive plus facilement à rebondir et à avoir des opportunités qui s'offrent à moi que à ces débuts où finalement c'était un petit peu je suis seule au monde et je sais pas du tout comment faire. Donc je dirais que ça a été le plus dur. Après, tu as mentionné aussi d'autres choses avec le fait de structurer ses offres. C'est aussi quelque chose qui n'est pas évident à faire. Quand au départ, on ne sait pas exactement comment accompagner les gens, comment fixer un prix sur ce qu'on fait aussi. Parce que finalement, on se réfère à ce que les autres font, mais est-ce que c'est vraiment juste? Et puis, est-ce que... moi, j'ai eu assez rapidement envie de ne pas faire des offres qui étaient basées sur un tarif horaire, mais de plutôt faire des offres packagées. Parce que dans cet accompagnement que j'ai fait avec Passion Z Entrepreneur, il y avait cette notion que les gens, quand ils viennent solliciter un prestataire, c'est pour avoir un résultat. En fait, ils ont un problème, ils veulent un résultat. Et quand on fait une prestation à l'heure, en fait, la personne, elle va dire, t'es bien gentil, mais en fait, ça va prendre combien de temps, du coup? Parce que moi, j'aimerais savoir combien je vais devoir débourser pour avoir une solution à mon problème. Et ça, ça a été toute une réflexion, aussi des accompagnements que j'ai faits où c'était basé sur l'échange de dire je teste avec toi l'accompagnement que j'aimerais faire et en contrepartie tu me donnes un témoignage parce que ça faisait aussi partie des notions qu'on avait abordées, l'importance de recueillir des témoignages comme sorte de preuve sociale pour donner confiance aux gens de faire appel au service. Et voilà, en fait, au départ, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait à créer qui génèrent pas de revenus, contenu gratuit, faire des expériences avec des clients qui, en échange, nous donnent des témoignages. Mais en tout cas, moi, c'est de cette manière-là que j'ai commencé. Et voilà, ça n'a pas été tout facile au départ. Et du coup, comment tu... parce que moi, je suis passé par les mêmes étapes quelques mois après toi. Toi, comment tu as pu... t'as trouvé de l'information ou bien comment tu as mis en place des choses, tu as testé, tu as fait quoi pour en arriver jusqu'au point où tu te dis « Ok, maintenant, je commence à avoir des clients, ça commence un peu à marcher. Ok, mes offres, elles ne sont pas totalement
à côté, elles commencent à trouver leur cible et du coup les gens me posent plus toujours la question c'est beaucoup trop cher parce qu'ils comprennent en fait ce que je fais et puis que ça vaut le prix que tu mets dessus. Comment est-ce que tu as commencé un peu à te documenter ou à tester ou est-ce que t'as des tips par rapport à ça ou ok j'ai fait des tests ou bien j'ai trouvé de la documentation ou de la lecture ou comme ça où j'ai demandé à des gens qui étaient plus avancés que moi? Ouais, alors en fait, au terme de cet accompagnement de 6 semaines, il y avait un mastermind qui se poursuivait, c'est-à-dire qu'il y avait des rencontres une fois par mois avec d'autres porteurs de projets. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie des points clés qui m'ont sauvé, entre guillemets, en tout cas qui ont sauvé ma motivation à persévérer, de pouvoir être entourée de personnes qui vivaient la même réalité que ce que j'étais en train de vivre et de pouvoir avoir des conseils sur des personnes. Alors, je dirais moi, mes mentors, en fait, c'est des gens qui en sont pas beaucoup plus loin que moi, mais qui peuvent tellement m'apporter. En fait, j'ai vraiment eu des personnes, il y a eu par exemple, dans mon entourage, des personnes qui ont créé des marques de cosmétiques naturels. Et ces personnes-là m'ont, par exemple, beaucoup apporté parce qu'elles en étaient à un stade un peu plus avancé que moi. Et c'était hyper précieux en fait d'avoir les références sur lesquelles elles s'appuyaient, d'avoir leurs inputs. J'ai aussi commencé à lire alors que je me considérais comme une personne qui lisait pas, à m'intéresser à la vie de personnes qui avaient monté des projets et qui avaient réussi, et puis à identifier en fait un des livres qui était offert par Passion Z Entrepreneur, c'était le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et en fait, c'est un livre qui est porté sur l'étude des plus grands hommes américains qui ont fait fortune. Et il y a 13 principes en fait, qui ressortent de ce livre, un peu les 13 principes du succès. Et ce livre m'a aussi beaucoup aidé à savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'actions qui étaient liées à mes croyances, à ma façon de penser. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à déconstruire certaines pensées, certaines choses que je considérais me caractériser. Par exemple, je me suis toujours considérée comme une pive en informatique et j'ai compris que j'allais pas pouvoir déléguer certaines choses dans la création de mon site. Et en fait, finalement, j'ai pas eu envie de le déléguer. Je me suis dit, si je le construis, je vais pouvoir le manager de la façon dont j'ai envie et de pouvoir être réactive aussi pour pouvoir faire les modifications. Ça a été aussi un constat de se dire, ok, je teste. Mais en fait, assez régulièrement, y a des optimisations à faire. Enfin, il faut en faire quelque chose de ces tests. On peut pas juste tester, en arriver à une conclusion, puis rester sur cette conclusion. Donc faire mon site, je me suis rendu compte que ça allait être quelque chose d'assez important. Et il a fallu du coup déconstruire cette croyance selon laquelle j'étais une pive en informatique. Et ça, c'est justement une amie du groupe de Passion Z qui m'a dit, mais pars du principe que ça sera facile et tu verras, ça va être facile. Un petit peu, voilà, ces principes basés sur le mindset et sur les croyances qu'on a à notre propos. Et en fait, les blocages, on se les met souvent tout seul. Donc ça a été beaucoup ça qui m'a permis d'avancer. Un petit peu aussi cette ouverture au développement personnel et à notamment ces croyances qui limitent beaucoup d'actions et qui peuvent, je pense, nous faire assez rapidement abandonner si on n'en a pas conscience. Alors, je suis totalement aligné, totalement d'accord. Je vais juste revenir sur des choses que tu as mentionnées plusieurs fois, entre autres les finances et le fait de rebondir plus facilement justement parce que tu as un mindset différent. Je vais revenir sur une publication que tu as fait et puis c'est un peu le point de départ de notre contact vu que j'ai rebondi dessus. Enfin, pas tout de suite, mais quelques mois plus tard, je t'ai écrit. En fait, tu as publié un témoignage face caméra où en fait, c'était un moment dur que tu traversais dans ton activité et puis personnellement. Et tu as partagé ça un peu comme une bouteille à la mer, si je ne me trompe pas. C'est un peu ça. Et du coup, ce message-là, je sais qu'il t'a apporté quelque chose et ça fait partie de ton quotidien aussi aujourd'hui. C'est peut-être que de passage, mais du coup, tu as aussi, ou en partie, une activité annexe aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, effectivement, j'ai publié donc, une vidéo sur LinkedIn où j'expliquais la situation que j'étais en train de traverser avec beaucoup de remises en question sur l'avenir de Bloom Nutrition. Et en fait, cette vidéo quelques minutes après la publication de cette vidéo, j'ai une coach que je n'ai encore pas nommée jusqu'ici et pourtant qui est aussi très très importante dans mon parcours parce que c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidée, qui a fait des ateliers et auxquels j'ai participé à des formations aussi souvent axées sur le mindset et l'amour qu'on peut mettre dans son business pour tenir en fait sur la durée.
Et c'est une personne qui m'inspire vraiment beaucoup. Et en fait, elle m'a contactée quelques minutes après la publication de cette vidéo et elle m'a proposé de pouvoir travailler avec elle. Donc, je travaille en tant que freelance, c'est-à-dire qu'elle m'emploie, enfin, je n'ai pas un statut d'employé, mais c'est un mandat effectivement fixe qui me rapporte non seulement une stabilité financière, mais au-delà de ça, qui m'apporte énormément du fait que j'ai la chance de pouvoir être en contact avec une personne finalement très inspirante. Et j'ai conscience parmi les choses que j'ai pu étudier jusqu'à maintenant que l'entourage a une grande influence aussi sur ce qu'on va oser entreprendre et voilà, les choix qu'on va faire. Et du coup, de pouvoir être en contact aussi régulièrement avec une personne autant inspirante, au-delà de m'apporter une sécurité financière, ça m'apporte aussi énormément pour ce que j'ai envie de continuer à développer avec Bloom Nutrition. Si tu veux, tu peux nommer les gens. Je peux. Oui, il n'y a oui, pas de souci. Oui, alors, merci. La coach, c'est Marilyn Rebello. En fait, c'est marrant parce qu'elle est officiante de cérémonie de mariage laïque. En fait, c'est un peu le cœur de son métier au départ. Et moi, ça m'a aussi beaucoup inspiré son parcours parce que, en fait, elle est officiante de cérémonie de mariage et les gens la connaissaient avec cette casquette-là. Et puis, c'est une personne qui est très animée par aussi cette volonté d'apporter un mieux dans la vie des gens et qui a une grande sensibilité, qui arrive très très bien à poser les mots sur des émotions, sur des choses qu'on vit finalement tous. Et à un moment donné, en fait, elle avait son business qui s'appelait A Lovely Day parce que ça faisait référence au jour du mariage. Et elle a décidé de changer de nom et de s'appeler Marilyn Rebello, qui est le nom de sa marque aujourd'hui, pour inclure aussi toute la partie coaching qu'elle offre aujourd'hui. Et ouais, elle m'a aussi beaucoup aidée à juste accepter qu'on est des êtres multifacettes et qu'en fait, on a aussi le droit à un moment donné de décliner ses activités si on sent qu'on est appelé par, si je prends mon exemple, par autre chose que la nutrition. Et que, en fait, souvent, on aurait envie de tout séparer, de dire « Ah ouais, mais alors si je veux lancer un truc maintenant pour les entrepreneurs, il faudrait que je fasse une autre marque et puis créer un autre compte. » Et puis, en fait, non, on est des êtres humains multifacettes et on est tous des êtres humains multifacettes. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse et l'unicité finalement de chaque personne. Et du coup, oui, avec Bloom Nutrition, aujourd'hui, je fais aussi des accompagnements pour des personnes qui veulent lancer leur projet pour pouvoir donner ces clés concrètes qui m'a un peu manqué au départ, en termes administratifs, en termes logiciels informatiques, etc., en termes comptabilité. Et voilà, et du coup, Marilyn m'a aussi un peu ouvert les yeux par rapport à ça. Et elle dit sa ligne de conduite, c'est l'amour. Célébrer l'amour à travers des mariages, par exemple, mais aussi l'amour qu'on met dans son business, l'amour qu'on s'apporte à soi. Et en fait, du moment où on trouve un petit peu le fil rouge de ce qui guide nos activités, après, ça devient assez facile d'expliquer aux gens ce qu'on fait. Donc, alors, si je résume, aujourd'hui, avec Bloom Nutrition, tu fais des accompagnements au niveau de la nutrition. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais je vais dire, tu offres un starter pack de démarrage aux gens qui veulent lancer leur projet, donc un accompagnement aussi. Et tu es maman aussi. Oui, donc, voilà, c'est ça. C'est un peu les grosses activités que tu as aujourd'hui. Et là, dans les projets que j'ai envie de développer, toujours avec cette idée d'être une personne multifacette, j'ai vraiment un intérêt très grand pour le développement personnel. Je me suis beaucoup ouverte à ça en fait depuis le début de mon parcours et je pense que c'est la prochaine facette que j'ai aussi envie de mettre en avant avec Bloom Nutrition. Alors, j'ai hâte de voir ça. Ça fait quelques années en fait que je lis beaucoup, que je sais pas si on peut dire se former, mais je pense que oui, à tout ce qui est développement personnel. Et d'un point de vue quand tu es dedans et quand tu n'es pas dedans, en fait, depuis l'extérieur, j'ai l'impression que des fois, ça peut paraître sectaire pratiquement. Ouais. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu comme tout, dès le moment où ça te fait, comme tu as dit plusieurs fois, casser tes croyances limitantes ou tes plafonds de verre. Enfin, il y a plein de termes pour ça, mais que ça te permet d'en fait passer à un autre niveau et puis juste te développer. Peu importe ce qu'il y a derrière, je pense que c'est bien. Donc c'est assez cool. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, donc, avec toutes ces activités, est-ce que tu arrives à te donner une casquette ou à te définir
de façon très courte, ou pas? Ouais, je dirais que ce qui occupe, si je regarde ma semaine, je dirais que la casquette que j'occupe principalement, c'est ma casquette de maman. Mais je dirais maman entrepreneur passionnée. C'est parfait. Voilà. Top. Alors, je te propose qu'on passe au thème du jour un peu. J'ai nommé ça nutrition de demain, mais ça peut être aussi d'aujourd'hui. En gros, ça fait quelques temps que je me pose pas mal de questions au niveau de la nutrition. Donc, je vais avoir droit à un cours particulier sur la nutrition. En gros, avec ma copine, elle a beaucoup de restrictions alimentaires, d'allergies, intolérances et autres. Donc, dès le moment où on a emménagé ensemble, j'ai dû m'adapter. On doit cuisiner tout le temps parce que tout ce qui est préfet ou qui est un peu transformé, elle ne peut pas le manger pratiquement pour tout. Vu qu'il y a typiquement le lactose qui est, en plus d'être tous les produits laitiers en ont, c'est aussi un conservateur et du coup il y en a vraiment partout. Donc juste ça limite beaucoup de choses. Aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui n'y accordent pas l'importance que ça devrait avoir. Toi, tu penses quoi juste de la nutrition, comment elle est aujourd'hui dans la majorité des maisons? Ouais, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un manque de conscience, mais alors après c'est peut-être aussi parce que maintenant je suis dans ce milieu-là et je côtoie, en fait les gens qui viennent me voir, c'est qu'à quelque part ils prennent conscience que ça joue pas, donc il y a déjà la prise de conscience et du coup moi j'ai l'impression plutôt d'être dans quelque chose de positif où j'ai l'impression que les consciences sont en train de s'illuminer au niveau de l'importance de ce qu'on met dans notre corps. Finalement, c'est vraiment ça, l'alimentation, c'est le carburant qu'on va mettre dans son corps et du coup, c'est pas négligeable. C'est quelque chose qui vient du monde extérieur et qu'on met à l'intérieur. Donc, c'est clair que des effets, il y en a. Maintenant, on entend tellement de choses. En fait, l'alimentation, le fait de s'alimenter, c'est un geste qu'on va reproduire plusieurs fois par jour et tous les jours de l'année. Donc c'est énorme. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant après d'aller creuser tout ce qui touche l'état d'esprit ou la constitution d'habitudes, etc. Parce qu'on est tellement dans cette routine que finalement on ne remet même plus en question. C'est quelque chose qui fonctionne un petit peu en pilote automatique. Et style boire un verre de jus d'orange le matin, un de ces verres de jus d'orange... pasteurisé en brique ou en bouteille, on a l'impression de faire du bien à sa santé quand on fait ça. Et du coup, souvent, moi, la majorité des personnes que j'interroge, de dire, est-ce que j'avais fait une petite analyse du marché, et puis dans les questions, c'était comment est-ce que vous considérez vous alimenter? La grande majorité des gens pensent faire juste et pensent s'alimenter correctement et pensent faire du bien à leur santé, parce que derrière, il y a aussi beaucoup de marketing autour des produits qu'on retrouve dans les supermarchés et c'est comme si je prends un exemple avec des yogourts par exemple qui sont maintenant plus riches en protéines où ça va laisser supposer que du coup c'est meilleur pour la santé parce que ça s'adresse à des sportifs qui veulent développer leur masse musculaire et puis il y a moins de sucre et puis il y a moins de gras, mais en réalité c'est je vais pas dire des gros mots, mais c'est vraiment de la merde, disons-le franchement. Et pour moi, l'alimentation de demain, c'est juste de prendre conscience que, oui, manger, en fait, c'est quelque chose où on doit honorer cette action de manger. C'est pas quelque chose qu'on fait rapidement, c'est pas quelque chose qu'on fait avec des plats préparés. Je trouve que c'est une action qui est tellement importante où ça vaut la peine d'avoir une réflexion sur la qualité de ce qu'on veut mettre à l'intérieur de son corps et de revenir à des choses qui sont plus brutes, de reprendre le temps de cuisiner, de prendre le temps de découvrir des saveurs. J'entends maintenant, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues pour des accompagnements et qui me disent « mais moi, la satiété, je suis incapable de la ressentir ». On s'est complètement déconnecté avec cette alimentation moderne aussi de nos sentiments de satiété et ressentir la satiété, c'est quelque chose qui est devenu vraiment très compliqué. Alors, par rapport à tout ce que tu dis sur l'alimentation d'aujourd'hui, moi, c'est des idées probablement reçues. Mais quand je vois, par exemple, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus développé qu'ici. Il y a pratiquement tout le monde qui, vu que l'alimentation ne convient peut-être pas, ils savent qu'ils ne s'alimentent peut-être pas très correctement, ils compensent avec des compléments alimentaires. Et c'est assez visible
soit dans des reportages, des séries ou autres, où on voit qu'en fait, c'est devenu normal de prendre son shaker de prot ou de multivitamines le matin, et puis en fait, le reste de la journée, tu fais plus trop attention vu que tu as déjà pris tout ce qu'il te fallait. Donc, toi là-dessus, en tant que professionnel de la nutrition, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Moi, je trouve ça assez triste et assez terrible parce que finalement, on en vient à une action qui procure absolument aucun plaisir, où c'est finalement juste... quel est le respect qu'on a vis-à-vis de son corps quand on fait ça, en fait ? Et je pense qu'à travers une action comme ça, quand à quelque part on dit je prends un shaker, un truc où il y a tout dedans et je mets ça dans mon corps et c'est parti pour la journée, c'est intéressant de juste questionner quel est le respect qu'on a pour son corps quand on fait une action comme ça, et du coup quel est le respect qu'on s'apporte sur d'autres plans, de manière plus générale. Je pense que du moment où on commence à vouloir porter une attention plus importante sur son alimentation, vouloir mettre de la qualité dans son assiette, c'est aussi, vu le nombre de fois qu'on répète cette action, c'est aussi une forme de respect qu'on a vis-à-vis de nous. Et je pense que c'est aussi, à travers ce genre d'action qu'on répète aussi fréquemment et où on se respecte, une manière de se respecter à plus large échelle sur d'autres décisions qu'on doit prendre dans notre vie. Enfin, voilà, ça c'est pour l'aspect, disons, qui s'éloigne un petit peu de l'assiette. Maintenant, sur le plan purement nutritionnel, ces produits, bien souvent, on ne connaît pas la source. J'ai été en contact avec des personnes qui ont développé des marques de compléments alimentaires. C'est assez tendance, j'ai l'impression, en ce moment. Et quand je dis, OK, les vitamines, donc il y a des complexes de vitamines, de minéraux, mais ça vient d'où, ces vitamines ? Comment elles sont arrivées dans cette capsule ? C'est quoi au départ ? Est-ce qu'on a pris un légume et on l'a fait sécher, on a pris les vitamines ? Et c'est marrant parce que ma fille, d'ailleurs, souvent, quand elle voit la pomme puis qu'elle voit les points, elle dit « Ah, les points, c'est les vitamines ». En fait, ces vitamines, à quoi ça ressemble ? On sait que quand on va manger un aliment, c'est clair qu'on va avoir des vitamines et des minéraux, mais maintenant, quand on prend une capsule, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Et voilà, et même dans l'alimentation finalement transformée, quand on voit, je sais pas, du pois hydrolysé, de la protéine de pois hydrolysée, par exemple, qu'on retrouve aussi dans les shakers protéinés, on imagine bien que c'est de la chimie qui a créé le produit. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Et je trouve qu'à travers une consommation de ce type-là, alors les compléments alimentaires, ça peut être utile si on a des dysfonctionnements qui font qu'avec l'alimentation, ça prendrait trop de temps de les résoudre. Ça peut permettre de résoudre peut-être plus rapidement une problématique si la problématique, elle vaut le coup d'être traitée rapidement. Mais ça n'enlève rien au travail de fond de revoir son alimentation aussi pour ce qui est dans l'assiette, parce qu'on ne peut pas se nourrir intégralement de compléments alimentaires. Merci du coup pour ces explications. Moi j'ai une question par rapport à un autre type d'alimentation qui me fait me poser des questions. C'est, je suppose tu connais la marque Feed ou pas. En fait, alors la marque Feed, c'est une marque française où la promesse de la marque, c'est en gros il y a tout un aspect marketing avec un esprit sain dans un corps sain. C'est très orienté pour les personnes qui sont hyper occupées, donc je pense que les personnes visées sont soit des entrepreneurs qui ont une vie hyper occupée ou des cadres, etc. Et en fait, ils proposent de mettre sous forme de bar ou sous forme de shaker un repas. Un repas, et la promesse, c'est de dire, au lieu de, comme d'habitude, te prendre ton sandwich à midi ou bien sauter un repas parce que tu n'as pas le temps, en fait, ça va t'apporter ce que tu as besoin pour un repas, et puis ça sera 1000 fois mieux qu'un sandwich. À aucun moment, ils promettent que ce soit mieux que de faire toi-même ton assiette ou autre, mais juste dans la vie qu'on a aujourd'hui, où justement, on devrait prendre le temps de cuisiner, mais on sait à quel point ça peut être long si on n'est pas habitué à le faire. Donc si on n'a pas un peu des astuces pour faire vite ou pour faire en grande quantité pour après redispatcher. Toi, tu penses quoi de ce type d'approche, de pouvoir améliorer un peu juste pour pouvoir éviter de faire pire? Ouais, ça va un peu dans le sens que l'être humain aime
aime souvent la facilité. C'est d'ailleurs ce qui probablement le cerveau est programmé pour aller vers la facilité, et du coup là c'est clair qu'ils ont trouvé le moyen d'apporter de la facilité à des gens qui sont demandeurs de cette facilité-là. Alors après, je ne connais pas ces produits, mais du coup, encore une fois, ça questionne sur d'où ça vient, les matières premières qui sont utilisées pour créer ces produits. Est-ce qu'on va ressentir du plaisir ? J'imagine que non, parce que c'est un shaker. Alors peut-être que ça a un goût un peu sucré, vanillé, etc. Mais ça remplacera jamais un repas qu'on prend le temps de manger. Il y a aussi tout le contexte à considérer, un contexte dans lequel on va manger. Et ça fait qu'on en devient des êtres humains complètement déconnectés de ce qui est juste fondamental. Enfin, s'alimenter, c'est quelque chose qu'on fait depuis tout le temps qu'on est sur cette terre, depuis l'évolution de l'être humain. Et aujourd'hui, on en vient à ne plus savoir quand on a faim, à ne plus savoir quand on n'a plus faim, à ne plus savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre assiette. En fait, on est complètement paumé. Et je pense que toutes ces marques avec beaucoup de marketing derrière pour vendre ont bien compris que les gens étaient demandeurs de cette facilité. C'est le principe de l'être humain. On aime la facilité, on aime le confort, et du coup, ils apportent cette facilité et ce confort, mais ça fait qu'on en perd complètement tous ces repères où avant, on ne se posait même pas la question de savoir si on avait plus faim ou si on avait faim. On savait. Aujourd'hui, on est incapable de se reconnecter à ces sensations. Alors si je reprends ce que tu viens de dire par rapport à l'évolution puis à ce besoin de se nourrir, aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu peux donner assez rapidement à quelqu'un qui du coup, a une alimentation pas saine et qui justement, comme tu dis, va à la facilité, ne fait pas attention s'il a faim ou s'il n'a pas faim. Typiquement, moi j'ai testé pendant longtemps de faire un peu, comment ça s'appelle, le fast, jeûner, le jeûne intermittent, exactement, merci. Et en fait, tu as l'impression d'avoir faim plein de fois, et en fait, tu n'as pas faim. Et du coup, c'est assez drôle de tester ça. Mais toi, c'est quoi les conseils que tu peux donner assez rapidement à quelqu'un, juste pour qu'il puisse commencer à tester? C'est pour éviter la facilité, et puis au niveau des moments de se nourrir. Alors, moi, ce que j'aime toujours bien faire en accompagnement, c'est de pouvoir avoir une vision sur une semaine des repas qu'a pris la personne et de pouvoir orienter là-dessus. Imaginons que la personne, par exemple, à midi, c'est souvent une salade. Elle va chercher une salade, par exemple, au supermarché. Et avec la salade, du coup, il y a toujours la sauce qui va avec. Et du coup, prenons cet exemple-là. L'idée, ça serait de faire une sauce soi-même avec des huiles pressées à froid, d'emporter, donc d'avoir un petit Tupperware dans lequel on aurait la sauce. Alors après, ça aussi, c'est bête, mais en fait, ce genre de choses, juste le récipient, ça va éventuellement créer un frein chez la personne. Elle va se dire, ok, tu veux que je prenne ma sauce, mais ma sauce, elle va couler partout dans mon sac. Donc, quel récipient je dois prendre? Et c'est pour ça que je mets en avant vraiment le côté très concret dans ce que j'apporte, parce que ça va aussi jusque-là. On parle du récipient dans lequel mettre la sauce pour pas que ça coule, où on peut l'acheter, etc. Donc voilà, une personne qui voudrait, qui prend des salades à midi, qui va les acheter au supermarché et qui voudrait rendre cette salade nutritionnellement plus intéressante, se faire une sauce à salade soi-même avec ça peut être de l'huile de noix qui est riche en oméga 3, ça peut être de l'huile de colza, ça peut être de l'huile d'olive pressée à froid. On peut associer les huiles aussi entre elles pour avoir des vertus qui sont différentes. D'avoir un petit Tupperware à côté avec des graines qu'on peut aussi disperser sur la salade. Donc à la base, on a un plat qui est finalement tout fait par le supermarché, mais on peut le rendre nutritionnellement un peu plus intéressant en se privant de la sauce et en la faisant soi-même et en mettant quelques graines par exemple dessus. Une personne par exemple qui le matin n'a pas le temps de manger, mais du coup, à 10h à faim, il va manger un croissant. On peut par exemple se préparer un porridge, c'est 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia, un petit peu de lait d'amande. On prépare ça le soir d'avant dans un bocal à confiture. Le lendemain, on a notre porridge qu'on emporte avec nous. On peut à la limite acheter du granola en supermarché pour avoir un petit côté croquant, parce que le porridge, c'est pas forcément très agréable en texture. Et encore une fois, le plaisir est un critère vraiment très important quand on mange, parce que c'est ce qui va nous aider à mieux sentir le sentiment de satiété. Donc ça peut être aussi une astuce pour le matin. Et puis dans les dernières astuces que je donne régulièrement, il y a clairement un lien aussi entre organisation et repas équilibré. Si on a la chance d'avoir à la maison un congélateur avec plusieurs tiroirs,
de pouvoir avoir des choses qui sont congelées, d'avoir par exemple des soupes. Là, on arrive sur l'automne, donc d'avoir par exemple des soupes congelées ou des galettes qu'on prépare avec, ça peut être avec du quinoa, ou ça peut être avec de l'orge, ou ça peut être avec des lentilles, et des galettes qu'on prépare à l'avance et qui sont ensuite au congélateur, et puis qu'ensuite on n'a plus qu'à mettre à la poêle 2 minutes de chaque côté, et ça remplace. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup ces délices aux champignons vendus par Findus, pour ne pas les citer. Et aujourd'hui, ça me fait toujours sourire quand je vais chercher mes galettes de céréales, parce que je me dis, c'est mon ancien Findus de l'époque. Aujourd'hui, c'est terminé avec ça, mais j'ai mes galettes que j'ai préparées à l'avance et qui sont dans mon congélateur. Donc ça, c'est aussi une chouette astuce. Et si on n'a pas de grand congélateur, en fait, de pouvoir optimiser ce qui prend du temps à cuire, donc que ce soit les légumes où il faut les éplucher, où il faut les couper, ou ces céréales que j'ai nommées tout à l'heure, quinoa, épeautre, orge, etc., qui prennent du temps souvent à la cuisson, c'est de pouvoir optimiser un petit peu le temps de préparation de ces choses qui prennent un peu plus de temps, et de travailler en batch, si on veut bien. Donc pendant que je prépare le repas du soir, je coupe déjà les légumes en prévision du repas du lendemain, pour prendre un petit peu d'avance et puis être dans cette organisation un peu de repas. Donc surtout de l'organisation. Ouais, c'est quand même pas mal d'organisation. J'ai une dernière question dans ce thème. Au niveau de ton accompagnement nutritionnel, quelle est la part de psychologie que tu dois gérer chez les gens? Quand typiquement, moi, si je prends mon exemple à moi, j'ai jamais eu de problème à la relation que j'ai avec mon corps. Par contre, si je calcule mon IMC, depuis que j'ai 22 ans, je suis au-dessus. Donc je suis au-dessus de 25, ce qui est assez drôle, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai pendant longtemps pas fait attention à ce que je mangeais. Pendant un peu de temps, fait très attention à ce que je mangeais, mais du coup, j'ai toujours été au-dessus. Et je sais que pour certaines personnes, que ce soit l'IMC, que ce soit le visuel qu'on a en face du miroir, c'est un peu des déclics qui nous font aller questionner qu'est-ce que je mange. Dans ton quotidien d'accompagnatrice, quelle est la part de psychologie aussi que tu dois gérer, ou même à l'inverse, quelqu'un qui a des problèmes inverses, qui est très maigre ou boulémique, ou qui a d'autres problèmes et qui vient voir une nutritionniste, quelle est la part de psychologie par rapport à la part, c'est ça que tu vas mettre dans ton assiette? Ouais, c'est effectivement une part assez importante. Alors moi, j'accompagne principalement des personnes qui veulent perdre du poids, et c'est vrai que le chiffre, en fait, il y a vraiment un attachement aux chiffres. Des chiffres qu'on se dit, ah purée, j'ai dépassé ce chiffre et ça va pas, et du coup je me suis longtemps sentie pas légitime pour aborder ces sujets-là, parce que je me dis, j'ai pas fait de formation là-dedans, et de plus en plus je me dis, mais en fait, tout ce parcours d'entrepreneur, où moi aussi en fait il y a des chiffres qui me bloquent au niveau du développement de mon business, où je me dis, au niveau financier ça joue pas, etc. Et du coup j'arrive à faire beaucoup de liens entre mes difficultés dans mon parcours d'entrepreneur et les difficultés que rencontrent les personnes avec le rapport qu'elles ont avec leur corps. Et effectivement, il y a, en fait, dans la très grande majorité des cas, il y a quelque chose à approfondir à ce niveau-là, au niveau au niveau, disons, plus psychologique, effectivement. Ok, merci. Top. Je te propose qu'on passe du coup à la dernière partie du podcast. Donc c'est un peu le retour d'expérience sur ton parcours. On a déjà un peu abordé les difficultés que tu as eues. Si tu devais en nommer qu'une, vraiment la plus dure, quelle est-elle, et puis pourquoi? La plus grande difficulté, je dirais que c'est de générer de la clientèle. De pouvoir avoir une clientèle, d'avoir des personnes qui viennent et qui payent pour les prestations qui sont proposées. Et ce que tu as mis en place pour ça, c'est uniquement... Alors, en fait, il y a beaucoup d'approches possibles, et tu as souvent deux approches qui peuvent être complémentaires, mais qui, si tu les prends individuellement, sont opposées. C'est de faire des démarches pour aller chercher des gens, un à un, ou bien, à l'inverse, de créer du contenu ou de mettre quelque chose à disposition pour que les gens viennent à toi. Oui. Toi, de ce que tu m'as dit, tu es parti sur la deuxième, mais est-ce que tu as fait les deux? Est-ce que tu fais les deux, ou tu fais que la deuxième? Alors, c'est vrai qu'il y a en fait quelque chose qui est très important pour moi depuis le début que j'ai développé Bloom Nutrition, c'est de trouver
des possibilités en fait pour ne pas être accaparé par le temps en fait, de pouvoir trouver des manières, en fait ça c'est un petit peu mes réflexions du moment, trouver des manières de faire entrer de l'argent passivement, donc de pouvoir faire entrer des personnes dans un tunnel, ce qu'on appelle en business un tunnel de vente, de les faire passer par des étapes qui sont automatisées pour me détacher, pour avoir en fait du temps pour développer des projets. Ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très très important et ça a été une réflexion dès le départ et je pense que c'est aussi pour ça parce qu'effectivement il y a effectivement ces deux approches et je pense que ça peut avoir un effet sur les finances. Moi j'ai dépensé en fait beaucoup d'argent en système informatique pour pouvoir automatiser beaucoup de choses. Et ça a un coût. Ça a un coût financier, mais en fait, en termes de temps, je pense que du coup, ça va me permettre de gagner beaucoup de temps, sachant que quand j'ai dû décrire ma casquette, il y a cette casquette de maman entrepreneur, mais du coup, de pouvoir passer du temps avec ma fille, c'est quelque chose qui est pour moi très, très important. Et j'ai probablement pas, et je fais probablement pas assez la première option d'aller chercher les clients un à un. Je suis plutôt là en réflexion sur des manières de pouvoir générer des rentrées de clients en fait, en les faisant passer par un tunnel de vente où il y a une échelle de valeur. On parle de ça aussi dans le sens où pour générer la confiance, de pouvoir offrir une offre qui est à bas prix dans un premier temps et puis ensuite de faire passer les clients finalement à une offre ensuite au-dessus et puis encore au-dessus, puis encore au-dessus, puis encore au-dessus. En fait, je suis plus en réflexion sur ce genre de système-là qui va me permettre de dégager un peu du temps pour développer des projets. Et à l'inverse des difficultés, pour toi, quelle est ta plus grande réussite ou ta plus grande fierté? Si on enlève ta fille, vu que sinon ouais. c'est trop facile. C'est ça. Je dirais que la plus grande réussite et la plus grande fierté, c'est d'avoir mis le doigt sur de nombreuses croyances limitantes. En fait, je me rends compte que je me suis longtemps définie comme une personne que je croyais être et je me suis rendu compte qu'en fait... Et en fait, l'image était assez négative. Enfin, c'est plutôt, je suis pas sportive, je lis pas, je suis une pive en informatique. Enfin, je me décrivais avec beaucoup de négativité, je pense, dans l'ensemble. Et dans ce parcours, en m'intéressant aussi un peu aux facteurs qui ont fait le succès de certaines personnes, je me suis rendu compte, par exemple, que dans les points communs de ces personnes-là, souvent elles faisaient du sport. Je me suis dit, ok, alors si moi je me considère pas sportive parce que c'est bête, hein, mais en fait, à chaque fois, j'aime bien courir, mais à chaque fois que je cours, j'ai souvent envie de vomir. Et du coup, je me suis dit, c'est que le sport ne doit pas être fait pour moi. Je ne dois pas avoir une morphologie qui est faite pour faire un effort, parce que souvent, quand je fais du sport, j'ai envie de vomir. Et du coup, ça doit être une manière que mon corps me dit, le sport, ce n'est pas pour toi. Et il a fallu en fait casser ses croyances, donc casser la croyance sur le sport, casser la croyance sur l'informatique en créant finalement des automatisations, créer la croyance aussi sur le fait que du moment où c'est en anglais c'est compliqué, parce que je me suis dit mais ok, j'ai quelques notions d'anglais, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir quand il faut chatter avec le système informatique, qui est en Amérique, voilà. Et ouais, je dirais que ça, c'est la plus grande réussite et la plus grande fierté d'avoir pu casser beaucoup de croyances et du coup, aujourd'hui, de me sentir beaucoup plus libre et du coup, un peu avec ce sentiment que vraiment, les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on s'impose nous-mêmes. Et par rapport à ça, tu penses qu'au moment de te lancer, ces croyances, il faut déjà en avoir conscience ou déjà les avoir dépassées, ou comment ça se passe? Pour moi, c'est le parcours qui m'a permis de faire le point là-dessus. Je pense que c'est quelque chose... quand on touche au développement personnel, c'est vraiment lié au cheminement qu'on est en train de faire dans sa vie. Et je pense que quand on ose se lancer... en fait, il y a des moments où je pense qu'on est plus... vulnérable, où on est peut-être plus susceptible de s'intéresser au développement personnel en fait, quand on lance un projet comme ça a été mon cas, moi j'ai profondément pris conscience que je devenais mon propre outil de travail. C'est-à-dire que si moi je vais pas bien, mon business ne pourra jamais aller bien non plus. Donc ça veut dire que j'ai plutôt intérêt à identifier ce qui me permet d'aller bien, et puis à l'inverse d'identifier ce qui me rend pas bien, et puis de m'éloigner de ça. Et voilà, et du coup je pense que de dire alors je vais me lancer, du coup il faut que je fasse le point sur toutes mes croyances avant, on est un petit peu dans la phase où
on retarde le moment de passer à l'action parce qu'on a peur et puis qu'on ne se sent pas prêt. En réalité, il y a une citation par rapport à ça qui dit que d'être entrepreneur, c'est se lancer de la falaise et construire l'avion en vol. Et je crois que c'est vraiment une image qui reflète exactement ce parcours d'entrepreneuriat. Et puis si on sent que au moment de construire l'avion, on doit se libérer de certaines croyances, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Je ne suis pas sûre que ça vaille la peine de se dire du coup, il faut que je fasse le point sur toutes mes croyances avant de me lancer parce que ça risque déjà de prendre du temps et on n'intègre pas. On doit identifier ses croyances. Je veux dire, c'est quelque chose, là, on en parle avec des mots, mais c'est quelque chose qui doit être profondément vécu et intégré. On ne peut pas dire, aujourd'hui, je me suis levée et je vais faire le point sur toutes mes croyances. C'est quelque chose dont on n'a tellement pas conscience et qui est des fois tellement difficile à voir qu'on doit être dans une situation particulière pour s'en rendre compte. Merci. Par rapport à ça, du coup, aujourd'hui, avec ton activité, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu es épanoui? Et si oui, c'est quoi ta description de ce sentiment? Alors, c'est intéressant que tu poses la question parce que c'est une question que je me pose régulièrement. Ce que je fais souvent, ce que je fais en fait tout le temps, c'est qu'à la fin d'une semaine, je me dis, si j'avais pu refaire ma semaine différemment, est-ce que je l'aurais faite différemment? Et la réponse à cette question, je dirais que dans le 90% des cas, c'est non, je ne l'aurais pas refaite différemment. Parce que j'aime ce que j'ai fait durant la semaine. Et pour moi, ça, c'est le meilleur. En fait, c'est un petit peu justement le curseur de l'épanouissement. Se dire, quand je réponds que non, je l'aurais refaite exactement de la même manière, ça veut dire que j'avance sans avoir de regrets sur ce qui s'est passé. Je trouve qu'une semaine, c'est bien parce que on se base pas que sur une journée où des fois on n'a pas cette vision un peu globale, on a passé une journée pourrie, je sais pas, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées puis du coup on dira non, c'était pourri, ça va pas dans ma vie. Une semaine, c'est suffisamment long et suffisamment court à la fois pour être assez objectif au niveau de la réponse. Et oui, je dirais que je suis assez épanouie dans ma vie. Alors après, il y a j'ai l'impression qu'il y a comme des piliers dans la vie et il y a des piliers dans lesquels ça va moins bien que d'autres. Mais de manière générale, si je fais le bilan général de mes piliers, je dirais que oui. Est-ce que pour toi, c'est ce que tu définis comme étant le bonheur ou bien le fait d'être heureuse? Cet équilibre ou bien c'est de pouvoir faire une rétrospective et de te dire, ok, je change rien, et je suis épanouie et du coup, est-ce que je suis heureuse? En fait, pour moi, j'ai vraiment cette conscience d'être sur un chemin. Le bonheur, pour moi, c'est comme si... c'est marrant, j'ai beaucoup de peine à faire la distinction, mais en fait, pour moi, c'est comme si on a tous une mission de vie en fait, sur cette terre. On est ici pour faire quelque chose. Et je pense que quand on trouve sa mission de vie, en fait, on se rapproche grandement du bonheur. Après, je pense qu'il y a... J'en suis pas à un stade de développement personnel où je suis heureuse de tout ce qui arrive d'une manière à me dire c'est très bien que tout se passe comme ça et si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il y a encore des choses où j'aurais cette volonté de changer ce qui m'arrive. Et par rapport à un livre que je suis en train de lire, justement, il y a un peu cette définition du bonheur en disant le bonheur, c'est en fait quand on vit les choses et qu'on ressent même pas l'envie de les changer parce qu'elles nous conviennent comme elles sont. Je suis pas sûre d'en être encore à ce stade-là. Il y a encore des choses que j'ai envie de changer. Mais en tout cas, quand je fais la rétrospective sur une semaine, je voudrais rien changer. Donc, le chemin que je suis en train de faire me convient. De manière générale, mais au niveau des résultats que j'obtiens, disons qu'il y a encore des choses que j'aimerais changer. Alors, par rapport justement à ce chemin que tu fais, si tu pouvais un peu revenir en arrière et puis te donner un conseil quand tu avais 20 ans, est-ce que tu lui donnerais quoi comme conseil à Marine quand elle avait 20 ans? Ouais, le conseil que je lui donnerais, c'est de jamais arrêter de rêver. Parce que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui dans la société, en fait, rêver, c'est plutôt quelque chose qui est vu, c'est un rêveur, donc c'est un peu un artiste. Enfin, c'est vite assez connoté de manière négative. Alors que je pense en réalité que c'est la pire des choses qu'on fait, c'est d'arrêter de rêver. Et ouais, je pense que ça, c'est important de jamais l'oublier et de toujours le garder. À l'inverse, dans 10 ans,
Tu t'imagines où et faire quoi? Waouh, alors 10 ans. Alors j'avoue que j'ai vraiment j'ai des grandes ambitions. J'ai des grandes ambitions, puis je suis encore dans cette phase de Enfin, j'ai encore des croyances en lien avec cette réussite à laquelle j'aspire, en me disant oh, mais tu te rends compte, si tu as la réussite que tu espères, qu'est-ce qui va advenir de ton entourage, qu'est-ce qui va advenir, enfin bref, il y a encore beaucoup de choses par rapport à ça. 10 ans, c'est long. Enfin, quand je vois là sur 3 ans tout ce qui s'est passé, je me dis oh, mais dans 10 ans, alors qu'est-ce qui va arriver? Et j'ai lu un livre, je sais plus dans quel livre c'était, peut-être de la performance à l'excellence. Et il y a une image assez parlante qui décrit dans ce livre en disant imaginez une roue qui pèse des tonnes et cette roue, vous devez au départ la mettre en mouvement, et du coup pour mettre en mouvement une roue qui pèse des tonnes, on doit mettre beaucoup d'efforts et la roue au départ elle bouge pas. Et par contre, du moment où on arrive à la mettre en mouvement, elle va commencer à tourner, et en fait elle va commencer à tourner de plus en plus vite avec de moins en moins d'efforts. Donc je me dis que si la roue, c'est effectivement une image, en tout cas c'est une image que j'ai en tête régulièrement, et je vois ma roue et je me dis elle est en train de tourner, donc ça veut dire que ça peut que tourner de plus en plus vite du moment où je la tourne toujours dans le même sens, parce qu'après c'est clair que du moment où on veut changer de direction par rapport à la roue, on doit remettre de nouveau beaucoup d'efforts. Je me dis qu'en 10 ans... on verra, je serai... je sais, c'est difficile en fait, parce que c'est un objectif, pour moi c'est un objectif qui est tellement grand que j'ai de la peine à l'assumer en disant mais c'est prétentieux en fait de dire je serai à la tête d'une multinationale et j'ai envie de toucher un maximum de personnes pour pouvoir leur apporter un mieux dans leur vie. Et je me suis rendu compte que l'alimentation, c'était un acte qu'on a quotidiennement, plusieurs fois par jour, tous les jours. Et voilà. Et du coup, avec cette volonté de toucher un maximum de personnes, dans mes ambitions dans 10 ans, j'aimerais bien pouvoir toucher une large partie de la population francophone dans un premier temps et au-delà ensuite. Toujours dans le milieu de l'alimentation, du coup, de la nutrition, ou du coaching, de l'accompagnement, ou bien tu te mets pas de limite et tu te dis, dès le moment où ça apporte quelque chose aux gens, je suis prête à tester plein de choses. Ouais, c'est ça, je reste assez ouverte, et en fait je vois que tu vois dans tes questions aussi par rapport au ratio qu'occupe la psychologie dans l'alimentation, le ratio il est énorme, je pense que c'est indissociable, et du coup oui, l'alimentation c'est un sujet qui me porte énormément, mais j'ai effectivement pas envie de me mettre de limites, parce que je me suis aperçue que d'accompagner les entrepreneurs qui sont à leur début, c'est quelque chose qui me porte énormément et que je fais dans la fluidité. Je pense que c'est des bons indicateurs aussi pour savoir si on est toujours dans la bonne lignée, ou si on est en train de s'écarter et de faire quelque chose qui devient peut-être plus difficile à faire. Enfin, le sentiment que génère une action, typiquement là, les accompagnements que je fais avec les entrepreneurs, je me rends compte que c'est quelque chose que je fais d'une manière, c'est léger en fait, c'est fluide, j'adore faire ça, et ça me demande peu d'efforts. Donc je me dis ok, ça veut dire que c'est dans la lignée de ce que je dois faire, donc je le fais. Pour ce qui est du développement personnel, là je suis en train de constituer de la documentation par rapport à de nombreuses choses que j'ai expérimentées, que j'ai lues, que j'ai entendues, etc. Et voilà, et on verra si ça se fait d'une manière fluide et légère. Ça veut dire que c'est bon, c'est ok, on part là-dedans aussi. Et puis s'il y a de la difficulté, de la résistance, c'est peut-être que c'est soit pas le bon moment, puis ça sera pour plus tard, soit qu'il y a peut-être voilà, faudra faire la place pour autre chose que ça. Je me laisse libre. Parfait. Tu as mentionné plusieurs personnes tout au long du podcast, dont certaines personnes tu les as nommées comme mentors, donc tu en as. Je te propose de les nommer, et puis pourquoi ces gens c'est devenu des mentors, comment, pourquoi, et puis tu peux autant prendre des gens que tu connais que des gens des fois on ne connaît pas, que ce soit des auteurs, des personnes qui ont existé, qui ne sont plus là aujourd'hui. Oui, alors dans les mentors, Marilyn Rebello, pour qui je travaille, du coup c'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup, qui a un parcours très inspirant. Elle a monté sa boîte il y a 8 ans, donc moi ça fait 3 ans que je me lance, et du coup j'aime bien ça en fait, j'aime bien des personnes qui ont un stade de développement plus avancé mais qui n'en sont pas non plus à générer, parce que je suis des coachs par exemple sur Instagram ou comme ça, des personnes qui génèrent des millions. Alors c'est très intéressant aussi de suivre ces personnes et de comprendre un petit peu
leur état d'esprit, leur entourage, à quoi elles ressemblent leur journée. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait, essayer d'être dans le concret de la vie d'une personne qui a ces résultats-là pour essayer d'identifier ce que je peux mettre en place, moi, dans ma vie, pour avoir un niveau de succès auquel j'aspire. Mais des fois, c'est tellement éloigné encore que j'aime avoir des personnes qui ont un stade de développement qui est pour moi inspirant et qui n'est pas trop éloigné de ma réalité voilà, encore. Et donc Marilyn Rebello en fait partie. Après, j'ai 2 personnes qui sont dans les cosmétiques naturels de la marque N de Green et Green Beauty Square, qui ont développé leur marque de cosmétiques naturels et avec qui j'ai fait partie de cette équipe de passions et d'entrepreneurs et qui m'ont beaucoup apporté aussi d'idées. Typiquement sur mon site internet, il y a un diagnostic alimentaire pour identifier la fréquence de consommation de certains aliments qu'on n'aurait pas tendance à suspecter, entre guillemets, typiquement le jus d'orange que je mentionnais tout à l'heure. Et voilà, et après, quand on a les idées, ok, j'ai envie de mettre en place un diagnostic alimentaire, mais comment je le fais concrètement ? Ça, c'est ce genre de personnes. Là, la créatrice de Green Beauty Square qui s'appelle Géraldine qui a pu me mettre sur la voie de ce que je pouvais faire concrètement pour mettre en place cette idée que j'avais en tête. Dans les autres personnes qui m'inspirent, j'ai intégré le réseau Genuine Woman. Donc c'est un réseau de femmes entrepreneurs et Émilie Avlena est la fondatrice de ce réseau et en fait souvent elle fait des vidéos, des présentations, des podcasts, elle met à disposition beaucoup de contenu pour les entrepreneurs et c'est du contenu qui est vraiment très très inspirant. Et là aussi Genuine Woman, j'ai pas en tête la date à laquelle ça a été créé, mais c'était il y a quelques années et ça s'est vraiment beaucoup développé. Là ça s'est développé carrément au-delà des frontières suisses. Et c'est très inspirant en fait d'entendre parler ce genre de personnes qui ont passé des caps que je n'ai pas encore passés. C'est drôle parce que ce que tu dis là avec les gens que tu choisis comme mentors, c'est un peu ce que je mets comme descriptif dans le podcast, de dire que il y a beaucoup de podcasts où il y a des interviews de personnes qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, mais l'éloignement entre quelqu'un qui se lance ou qui a des envies de se lancer et ces personnes-là, oui, c'est toujours inspirant, c'est toujours hyper bien, mais tu n'arrives pas en fait à t'imaginer arriver jusqu'à ce point-là. Et c'est pour ça que dans le podcast, j'essaye d'avoir des gens en fait qui, je pense, c'est ma façon à moi aussi de peut-être m'entourer de gens qui sont au même niveau ou un peu plus que moi, de pouvoir en fait se rendre compte, ah oui, en fait, c'est hyper dur au début. Puis qu'est-ce qui est dur ? Typiquement, si je prends ton exemple, trouver des clients. C'est dur financièrement. Et du coup, tu peux t'imaginer plus simplement qu'est-ce que c'est le quotidien quand ça fait que quelques années ou bien que quelques mois que tu t'es lancé. Donc c'est assez drôle que la plupart de tes mentors, ce soient des gens que justement tu choisis parce que tu as encore une proximité avec eux et ça devient pas des icônes où en fait tu les mets sur un piédestal et puis ils sont trop loin de toi déjà pour pouvoir t'imaginer les atteindre un jour. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qu'on aurait tendance à se dire quand on voit par exemple, je sais pas, le fondateur de Tesla, là, on en parle tellement souvent, Elon Musk, en fait, on a presque l'impression que c'est pas un humain comme nous. Ces résultats sont tellement incroyables que, en fait, on aurait tendance à se rassurer en disant ouais, mais de toute façon, moi, je suis pas Elon Musk, donc je pourrais jamais atteindre son niveau. Que quand on s'entoure de personnes qui sont sur le chemin du succès finalement, mais qui ont pas encore ce niveau de réussite-là, on s'aperçoit que c'est des humains qui sont comme nous et que ça dépend absolument que de nous de mettre en place des choses dans notre quotidien pour attirer le succès et pour se développer. Alors, tu viens de sortir un mot et ça me fait me poser une question. Comment tu arrives à définir le succès ? Oh là là. C'est tellement dur de répondre à cette question. Ouais. Tu as dit, ils sont en route vers le succès. Du coup, inconsciemment, moi, je me dis, je pense que c'est un objectif. Et je pense que ça l'est dès le moment où tu lances ton activité. Et je pense qu'en fait, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le succès de se dire, j'ai réussi à me libérer tout le temps que je voulais pour l'offrir à ma famille ou à mes envies personnelles. Ça peut être devenir Elon Musk et puis du coup changer le monde, parce que c'est clairement ce qu'il est en train de faire pour le bon ou le mauvais côté. Ça, on ne sait pas, mais il est en train de changer le monde. Et du coup, je pense qu'il y a plein de façons de définir le succès. Ouais, complètement. Toi, est-ce que tu arrives à le définir ? Le tien ? Le mien, écoute,
ma mission, pour moi, ce que je définis être un peu ma mission de vie de manière vraiment très très générale, c'est de pouvoir apporter un mieux sur cette planète. Et du coup, apporter un mieux sur cette planète et toucher un maximum de personnes. Apporter un mieux sur la planète, c'est quelque chose... En fait, pour moi, il y a un critère qui est hyper important, c'est que du moment où on est dans la prestation de service, où on va donner des conseils aux autres, on doit les appliquer à soi avant toute chose. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai dû mettre en place parce que, comme je l'ai dit, il y a eu un avant et un après dans mon alimentation. Et quand je me suis lancée au départ en tant que nutritionniste, il y avait encore bien des choses que je n'avais pas mis en place et je faisais déjà des accompagnements. Donc ça ne jouait pas pour moi. Donc le succès pour moi, c'est de pouvoir honorer sa mission de vie et se sentir... Je ne suis pas sûre qu'une vie suffise à atteindre une mission de vie. Une mission de vie vraiment bien définie, ça doit être... Enfin, je pense que ça doit être tellement quelque chose qui nous pousse à donner le meilleur chaque jour, vraiment jusqu'à la fin de notre vie, que je ne suis pas sûre qu'on puisse du coup considérer le succès comme étant le moment où on atteint sa mission de vie, parce que moi, je considère que la mission de vie, je ne pense pas qu'on l'atteigne. Une vie ne suffit pas à l'atteindre. Mais par contre, de s'en sentir proche. Et voilà, et là, finalement, je me sens sur le chemin, mais pour l'instant, le mot succès, je ne peux pour l'instant pas l'utiliser. Pour moi, c'est peut-être pour ça que c'est autant difficile pour moi de le définir, parce que je me sens encore un peu loin de ma mission de vie de toucher un maximum de personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Il y a des recettes sur mon site internet aussi. Je documente beaucoup et je vois qu'il y a de plus en plus d'intérêt par rapport à ça. Donc, il y a des indicateurs qui me font dire que je suis en train de toucher de plus en plus de personnes, mais pour l'instant, je considère que c'est insuffisant. Est-ce que du coup, c'est moi qui n'honore pas suffisamment ce que j'ai déjà et je veux toujours plus, ou je sais pas. Mais du coup, c'est compliqué de définir effectivement le succès, mais je pense qu'il y a un lien avec la mission de vie aussi derrière. En tout cas, le chemin, je pense que c'est assez intéressant de l'imaginer comme ça. Si tu es en route vers un objectif que tu t'es fixé ou une mission de vie, enfin peu importe comment on le nomme, je pense que c'est déjà pas mal par rapport à la majorité des gens, donc c'est cool. Est-ce que tu as une ressource que tu conseilles assez facilement ou que tu partages? Ça peut être une ou plusieurs, mais livres, films, podcasts ou autres. Alors, alors moi, une ressource que je recommande à toutes les femmes, c'est Genuine Woman. C'est vrai que je fais beaucoup de pub pour le réseau parce que ça va dans le sens en fait d'être entouré de personnes. On en a un petit peu parlé de cet entourage, mais il est tellement important quand on se lance. Enfin moi, ça a été vraiment ce qui m'a permis de tenir sur la durée. Et je pense que du coup de pouvoir intégrer un réseau de personnes qui sont porteurs de projets et de pouvoir s'entourer de ce genre de personnes, c'est une ressource qui est ultra précieuse. Et en fait, même je parle du début, mais moi même aujourd'hui, ça m'est encore extrêmement précieux. Et mardi, il y a eu un apéro avec les Genuine et j'ai discuté avec une femme qui a son entreprise depuis 6 ans maintenant et elle me parlait de comment ça fonctionne avec des employés, etc. Mais en fait, pour moi, ce genre de personnes, je la connaissais pas du tout avant, mais ce genre de personnes, je les considère comme des mentors et des ressources parce qu'en fait, c'est hyper précieux d'entendre le parcours de personnes qui ont un stade de développement un peu plus avancé et qui peuvent donner des conseils par rapport à ça. Dans les ressources, dans les livres, là, le livre que je suis en train de lire, c'est... le livre de James Clear qui s'appelle Un rien peut tout changer. En anglais, c'est Atomic Habits. C'est souvent sous ce nom-là qu'on le connaît plutôt. Et c'est très intéressant en fait parce qu'il parle du fonctionnement, un peu du comportement humain et de comment est-ce qu'on fonctionne en termes d'habitude. La loi du moindre effort, le fait que l'humain aime la facilité, etc. Donc ça m'aide aussi à comprendre beaucoup de choses pour le développement de mon entreprise, mais aussi pour ce qui concerne les habitudes alimentaires pour les personnes que j'accompagne. Et puis sinon, comme moi j'aime aussi beaucoup écouter les podcasts. Alors du coup, j'ai découvert le tien il n'y a pas longtemps. Il y a aussi celui de Pauline Léniaud. En fait, que ce soit le tien, ou que ce soit Pauline Léniaud ou Genuine Woman aussi qui fait un podcast. Tous ces podcasts où justement il y a des interviews de personnes qui sont dans ce milieu entrepreneuriat, si on n'a pas la ressource temps ou qu'on n'a pas de réseau physique d'entrepreneurs, le fait de pouvoir écouter ces podcasts, je trouve que c'est hyper précieux parce que finalement, même si physiquement on n'est pas avec ces personnes, le fait d'entendre un petit peu leur parcours, comment ça s'est passé, etc., on s'imprègne un petit peu des enseignements qu'ont tiré ces personnes-là. Je suis honoré d'être mentionné à
côté de Pauline Léniaud. Donc c'est, je crois, un des podcasts francophones, si ce n'est le plus grand au niveau des interviews de gens avec Génération Do It Yourself. Mais je crois que Pauline, elle est assez haut classée. C'est ça. Merci. Il y a encore 2 ou 3 questions. Si tu pouvais choisir un lieu sur Terre où tu te sens vraiment hyper bien, quel est le lieu préféré que tu as sur Terre ? Alors, un des lieux préférés sur Terre, c'est le bord du lac à Montreux. J'aime beaucoup cet endroit. Sinon, la forêt, de manière générale, la forêt, mais peu importe où elle se trouve, parce que je me suis rendu compte, j'ai habité longtemps au-dessus de Montreux et j'avais l'impression que les plus belles forêts, elles étaient au-dessus de Montreux. Puis après, j'ai déménagé à Aigle, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des très belles forêts aussi. C'est un lieu où je me sens particulièrement bien pour me ressourcer. Est-ce qu'au long du podcast, tu aurais aimé que je te pose une question que je n'ai pas posée ? Je pense qu'avec tout ce qu'on a couvert... Ok. Alors, est-ce que toi, tu as une question à me poser ? Ah oui, mais alors ça, je ne l'ai pas préparé, donc il va falloir me laisser un petit peu de temps. Alors, je vais faire un commentaire par rapport à ça. C'est qu'avant chaque épisode, j'envoie un petit canevas sur le fil rouge de l'épisode. Et du coup, il n'y a pas non plus de préparation hyper poussée de l'invité avant. Donc, pas qu'on imagine que je te pose toutes les questions avant et puis que tu prépares c'est tout. c'est ça, exactement. C'est quand même assez spontané. Bah écoute, la question, ce serait de savoir un petit peu tes challenges du moment. Vu qu'on a plus ou moins le même stade de développement, quels sont tes challenges aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Et depuis 1 an et demi, j'ai accepté un peu tous les mandats qui me semblaient intéressants. En fait, si je reprends ce que tu as mentionné, moi j'étais assez serein en me lançant parce que justement j'avais 2 ou 3 choses que j'avais mis en place avant qui m'ont permis d'y aller plus sereinement, je pense que des fois beaucoup de gens. C'est que j'étais assez bien entouré, que ce soit à la maison comme un peu mes amis proches. Au niveau des finances, j'avais pas forcément beaucoup de pression non plus. J'avais de quoi voir venir pendant un petit moment. Et du coup, ça, je pense que c'est un gros luxe de pouvoir le faire comme ça. Et je pense que j'avais déjà un mindset où ça faisait longtemps que tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était toutes les questions autour je sais pas si on peut dire le succès, mais juste le succès de sa personne, je m'y intéressais beaucoup. Et du coup, cette première année et demie, j'ai vraiment pris tous les mandats dès le moment où je me disais « Ah, c'est intéressant », enfin, où ça m'intrigue, je les ai pris. Et du coup, j'ai pu faire des trucs hyper cool. Mais là, je commence à me poser les questions sur... Moi, du coup, je fais du développement logiciel, web et mobile, donc c'est hyper large. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une position où j'arrive pas à me différencier entre un freelance, comme moi, sauf que la plupart des freelances travaillent avec des grosses boîtes ou des cabinets de recrutement, et du coup, ils font des missions plus ou moins longues. Soit, en fait, tu es en concurrence avec les freelances qui font des grosses boîtes, ou avec des agences de développement ou des agences de communication, qui, eux, prennent des mandats peut-être plus petits, ou bien plus... qui font de bout à bout tout le mandat. Et moi, je suis au milieu, et en fait, je fais un peu des deux aujourd'hui. Et j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment, il va falloir que je choisisse entre l'un ou l'autre. Et j'ai aucune idée j'ai pas forcément envie de faire des missions longues pour un seul employeur, vu qu'au final, tu as pratiquement la casquette d'un employeur, d'employé. Alors que ça me dérange pas forcément, mais toute la flexibilité que tu as acquise en tant que freelance, tu la perds d'un coup. Et puis, si je continue en tant que je prends des mandats et que je fais tout le projet, là, je suis en concurrence avec des grosses agences et du coup, la seule différenciation des fois que les gens poussent, c'est le prix. Et du coup, c'est pas intéressant. Donc, je suis là au milieu. Et ça, c'est mon gros challenge, je pense, du moment. C'est que, j'ai pas décidé et du coup, je sais pas comment me positionner par rapport à ça. Et du coup, je travaille dessus et on verra comment ça va avancer. Okay, mais j'ai 2-3 idées, mais j'en parlerai dès que ça viendra. Ouais, se différencier, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours
comment... Mais ça, c'est une question, je pense, qui vaut la peine de se poser régulièrement. C'est OK, mais comment je me différencie et comment de juste aussi s'observer de quand on se présente et que souvent la question c'est OK, puis tu fais quoi dans la vie, et c'est un discours qui s'affine au fil du temps et qui permet aussi de clarifier quand on se retrouve dans des moments comme ça où il y a un peu des décisions à prendre, de savoir dans quelle direction aller. Par rapport à ça, j'ai fait des tests et j'ai même écrit une description que je devais dire aux gens à chaque fois. Et depuis le début, je l'ai déjà changé plein de fois parce que j'ai vu que ça parlait pas du tout aux gens. Ouais. Tu te présentes, à un moment donné, je me présentais en tant que consultant en transformation digitale. Et ça, c'était drôle parce que soit les gens voyaient très bien ce que c'était et du coup, ils vont pas prendre quelqu'un qu'ils connaissent pas. Soit ils n'en avaient aucune idée et puis c'était des mots qui parlaient pas du tout et du coup, j'ai assez vite changé. Mais du coup, quand je fais ce changement, je le fais partout. Je le mets, alors pas en description LinkedIn vu que je le prends différemment ça, mais en description de mail, quand je me présente, quand je connais pas les gens ou autre. Du coup, ça te permet de assez vite faire OK, ça touche ou bien ça touche pas et du coup il faut changer. Du coup, c'est assez drôle. Du coup, de temps en temps, pendant 2 semaines, tous les gens que je rencontre, je pense qu'ils font une croix sur moi et disent jamais. Donc c'est assez drôle. Merci. Si tu avais la possibilité de faire passer un message important au monde entier, ça serait quoi ? Ça revient avec cette idée de jamais arrêter de rêver. Et que vraiment, les seules limites qu'on s'impose à tous ces rêves qu'on a, c'est on se les crée nous-mêmes. Et je pense que quand on prend conscience de ça, en fait, on prend conscience de toute la liberté qu'on a en tant qu'humain et de tout ce qu'on peut créer. En fait, il y a très peu de limites. Je te remercie. Si jamais on souhaite te contacter, on peut te retrouver du coup sur ton site internet. Sur mon site internet bloomnutrition.ch, effectivement. Un site du coup qui est fait avec pas mal de ressources dans le but d'apporter cette solution concrète avec des recettes. Il y a pas mal de recettes dessus. Et puis sinon sur Instagram ou sur Facebook, Bloom Nutrition. Un logo avec une carotte. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie pour ton temps et pour l'épisode. Avec grand plaisir. Puis à tout bientôt. À bientôt. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Partage juste le lien de l'épisode, ça me fera plaisir. Et je souhaite remercier la Fondation Inartis pour nous avoir prêté les locaux. Quand je dis nous, c'est moi. Enfin, je sais pas pourquoi je dis nous. Enfin voilà. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.